Bonsoir à toutes et tous, ravi de vous accueillir ce soir dans ce très beau lieu du 17e arrondissement. Je m'appelle Clotilde Sauvage, je suis la fondatrice d'un podcast et d'un média qui s'appelle Vent debout et qui cherche à montrer qu'un autre sport est possible. Long projet. J'ai le plaisir de modérer cet échange ce soir et d'animer cette discussion. On va se donner environ 1h30 ensemble avant de pouvoir continuer les festivités et les discussions de manière beaucoup plus informelle comme vous aviez déjà très bien commencé auparavant. Donc pour rappel, ce soir on est rassemblés autour d'un sujet, l'écologie, autour d'un thème avec un titre du constat à l'action, comment le sport peut devenir un vecteur de transition écologique. C'est un événement qui est organisé par le Cosmos et qui s'inscrit dans un cycle de conférences. Il y a déjà eu une première conférence qui a eu lieu sur l'intelligence artificielle, il y en aura une prochaine en juin. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre. Ça y est, excusez-moi. À suivre les activités du Cosmos parce que ces événements ont vraiment pour objectif de se rassembler, de rassembler l'écosystème qui suit le Cosmos et de pouvoir aborder des questions d'actualité ensemble, d'échanger autour de ces sujets. Moi, je vais vous donner la parole aussi ce soir. On ne va pas monopoliser le micro pendant 1h30 tout seul. On va aussi vous questionner. Donc voilà, vraiment être dans l'échange un maximum. Et avant de poursuivre, je voudrais donner la parole à notre hôte, Philippe Diallo. Si peut-être je peux vous donner ma place également. Ça va ? Pour un petit mot d'introduction. Voilà, merci. Merci pour le micro. Bonsoir à toutes et à tous. Comme ça a été dit, c'est la deuxième édition de ce Hub Cosmos. On a souhaité effectivement comme un rassemblement un peu de tout l'écosystème du monde du sport. Donc il y a beaucoup de diversité ici dans la salle, des entreprises, des associatifs, des pros, des gens indoor, outdoor. Donc il y a vraiment tout le monde du sport qui est là et on veut effectivement réunir tout cet écosystème autour de des questions un peu décalées. Nous, on est une organisation d'employeurs, une grosse organisation d'employeurs avec près de 100 000 salariés couverts, 12 000 adhérents. Et on veut, à côté de notre travail habituel de convention collective, de droit du travail, ainsi de suite, avoir aussi une réflexion sur l'ensemble de notre écosystème et sur le devenir de notre activité sportive au sens large. Et comme ça a été rappelé, on a commencé avec l'intelligence artificielle. Et ce soir, on poursuit sur un autre thème, je crois, qui nous est extrêmement important pour notre activité. Donc je suis d'abord ravi d'accueillir un certain nombre d'intervenants de qualité, dont certaines sont déjà intervenues plus près de mon secteur d'activité, autour de la question de la transition écologique et de la façon dont le sport peut s'inscrire dans cette transition écologique. C'est un sujet dont on doit se préoccuper tous, et je sais que beaucoup d'entre vous déjà se sont saisis cette question, mais c'est une question qui va toucher de manière transversale l'ensemble de notre activité, à la fois pour les pratiquants, pour savoir dans un monde qui se réchauffe comment on peut pratiquer le sport, comment la santé des sportifs de haut niveau, mais aussi des pratiquants au quotidien, vont pouvoir s'adapter à cette évolution climatique. Aussi dans la façon dont nos structures vont pouvoir prendre le choc, entre guillemets, énergétique, avec forcément un renchérissement du coût de l'énergie, avec certainement une inflation et des charges nouvelles pour nos structures, et donc se pose évidemment la question de la pratique sportive à travers nos piscines, comment on les chauffe dans un monde où l'énergie va être plus rare et plus chère, comment des gens, les familles vont venir avec leurs voitures, venir amener leurs enfants pratiquer le sport, comment demain on va pouvoir faire en sorte que nos surfaces gazonnées soient arrosées dans un monde où l'eau peut devenir plus rare. Toutes ces questions-là heurtent évidemment très directement l'activité sportive. Et donc il est important de pouvoir s'en saisir dès maintenant pour commencer une adaptation. Alors je sais que ce n'est pas facile. Moi-même, dans le poste que j'occupe, j'ai essayé de faire déplacer l'équipe de France en train, ça paraissait banal,
mais dans la réalité, ça prend beaucoup de temps. J'ai mis 6 mois pour faire Paris-Metz à une équipe, donc vous voyez que c'est un travail de pédagogie, d'information et d'adaptation très important. Et donc ce soir, je suis ravi qu'on puisse débattre de ces questions-là, parce que à travers les experts qui sont là, je pense qu'ensuite on peut récupérer un certain nombre de bonnes pratiques pour les mettre en œuvre dans nos entreprises, dans nos associations, dans nos fédérations, dans nos clubs, pour commencer cette transition. Donc merci beaucoup pour votre présence, pour votre contribution, et je vous rends le micro pour que cette soirée puisse définitivement commencer. Merci. Pour que cette soirée puisse définitivement commencer. Merci. Le sujet vient déjà d'être très bien introduit. Peut-être, moi, je voulais ajouter un élément d'introduction. C'est vrai qu'aujourd'hui, parler d'écologie, c'est compliqué en ce moment. Les nouvelles ambiantes font que l'écologie est plutôt reléguée au second rang. Quand on parle de la montée du fascisme, quand on parle en fait de la redéfinition de l'échiquier géopolitique, on voit bien aujourd'hui qu'on ressent un énorme backlash au niveau écologique. Que l'écologie n'est plus la priorité pour de nombreuses structures, parfois qu'elle est même censurée, comme on l'a actuellement aux États-Unis, où vous l'avez peut-être vu, mais dans les études scientifiques, en fait, des mots tels que transition écologique, transition énergétique, écologie ont été censurés dans les rapports scientifiques. Donc voilà, on est actuellement dans une période un peu difficile pour le sujet et qui permet en fait, c'est pour ça que je commence mon introduction avec ça, mais qui montre vraiment qu'il faut se raccrocher aux lueurs d'espoir et notamment à des soirées comme ce soir qui nous permettent de pouvoir en discuter collectivement, de pouvoir se dire que en fait il se passe des choses, il y a des choses concrètes, il y a des acteurs qui se mettent en action et donc apprenons les uns des autres et essayons en fait de ne pas lâcher prise parce que l'urgence est là. Les nombreux rapports aujourd'hui qui montrent à quel point l'urgence sur les questions environnementales est présente. On n'en manque plus, que ce soit par rapport à la question du carbone, que ce soit à la question de la biodiversité, etc. On est dans un monde en crise. Les scientifiques le disent, le répètent, le rabâchent. En 2023, certains scientifiques ont parlé du fait que le monde était en état de siège. Voilà, je commence avec les sujets un peu lourds, mais je pense que c'est aussi une manière de remettre un petit peu la balle au centre de quel est le contexte dans lequel on s'inscrit ce soir. Et donc voilà, lueur d'espoir, et lueur d'espoir aussi également parce que dans le sport, il y a eu quand même des nouvelles assez enthousiasmantes et on va en discuter ensemble très bientôt. On a eu quand même la publication d'un PNAC sport, le plan national d'adaptation au réchauffement climatique, qui est sorti très récemment et qui revient sur justement comment le monde sportif va être influencé par le dérèglement climatique. On a un second rapport qui est sorti également récemment, Décarbonons le sport et les stades, qui a été fait par le Shift Project. Et Justine, je te donnerai la parole, tu pourras nous en parler dans un instant. Mais voilà, donc il se passe des choses enthousiasmantes, c'est pour ça qu'on souhaite en discuter ce soir. Et donc, j'en viens à vous présenter. Qui êtes-vous ? Je commence avec toi, Justine. Tu es la directrice de l'Institut du sport durable et tu as notamment été copilote de ce projet du Shift Project, qui revient sur la décarbonisation des stades, et notamment dans le rugby et le football. Et on y reviendra, on pourra en discuter. Karl, tu es donc cadre administratif à la Fédération française de rugby. Ça s'inscrit dans la délégation, j'ai noté, la direction développement et de l'animation territoriale, et tu as également été instigatrice de la fresque écologique pour le rugby. Et on pourra venir du coup sur toutes les actions qui sont mises en place actuellement à la fédération. Et enfin, Julien Pierre, tu es le fondateur de Fair Play for Planet, qui est également un label assez connu qui justement permet d'embarquer que ce soit des sites, des clubs, des événements dans un processus de labellisation sur les questions écologiques. Et on y reviendra également. Merci à vous d'être là. Avant de vous donner la parole et vraiment de lancer cette conférence, en fait, je me tourne vers vous. J'ai dit que j'allais vous faire participer, c'est pas pour rien. Je vais commencer par ça. Des conférences sur l'écologie dans le sport, il y en a déjà eu quelques-unes. Peut-être que c'est pas la première à laquelle vous assistez. Et du coup, moi, j'aimerais un petit peu, très rapidement, là, vraiment savoir
Vous, quelles sont vos attentes pour ce soir et est-ce que vous avez des questions auxquelles vous aimeriez qu'on réponde dans cette heure et demie qu'on a ensemble? Oui. Bonsoir. Sur tous ces sujets-là, en fait, notamment le réchauffement climatique, en fait, il y a plein de pays qui ont déjà des températures beaucoup plus élevées que les nôtres, qui ont des enjeux auxquels ils sont confrontés depuis de nombreuses années. Et donc peut-être que s'il y avait un éclairage un petit peu sur ce qui se passe à l'international et comment eux ils ont déjà adapté ou comment ils font les mêmes pratiques que nous, c'est peut-être aussi, voilà, ça pourrait être intéressant. Super. Très bien. Merci. Éclairage international. D'autres idées? Oui. Spécifiquement pour la Fédération de rugby, sur les contraintes et les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de différents projets, notamment la presse du rugby. Merci. Je la note comme ça, si vous oubliez, je le mets. Les Jeux d'hiver 2030. Au sujet, une question en particulier? Pourquoi les faisons? Et accessoirement, comment les faire? Voilà. Ok. Très bien. Peut-être une dernière, s'il y a... Oui. Sur la captation de la data, est-ce que vous avez déjà recensé les clubs en France qui ont initié ou qui sont lancés dans une démarche de durabilité? Il y a des chiffres de ce type-là. Super. Très bien, merci. On va commencer avec ça. Ces questions-là, on va essayer d'y répondre tout au long, évidemment, et on aura un autre temps de questions-réponses à la fin également. Peut-être pour commencer, je me tourne vers toi, Justine. On voulait revenir un petit peu sur les constats. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on a souvent le sentiment de commencer à savoir quels vont être les impacts du dérèglement climatique sur la pratique sportive. Il y a eu un rapport d'ailleurs qui était sorti, qui avait été fait par le WWF et qui avait été un petit peu marquant parce que ça a été sûrement un des premiers qui a un peu créé ces alertes-là. Néanmoins, j'ai le sentiment qu'on sait un peu moins finalement où sont les échelles d'impact du sport sur le dérèglement climatique. Finalement, quels sont les grands ordres de grandeur aujourd'hui du sport sur le sujet? Et ça tombe bien parce que c'est particulièrement là-dessus que vous avez travaillé sur le rapport du Shift Project. Donc je voulais te donner le micro en premier pour que tu nous rappelles un petit peu ces grands enseignements. Merci Clotilde, merci pour l'invitation. On va parler un peu des constats, mais vous inquiétez pas, on va arriver sur les solutions très rapidement. Parce que finalement, c'est ce qu'on veut, c'est avoir des leviers de décarbonation, planifier la transition écologique, s'organiser très rapidement. Mais on s'est dit au Shift Project, dans un premier temps, ce serait bien de savoir et de quantifier ce qu'il faut réussir à diminuer. Et que dans le sport, globalement, on avait une idée, il y a des événements qui font des bilans carbone, il y a des fédérations qui ont déjà fait l'exercice, mais on n'avait pas l'empreinte carbone de pratiques qu'on a jugé. Le Project s'intéresse plutôt à l'industrie du professionnel, à plein de choses, mais pas trop au sport. Et nous, on était un collectif plutôt d'amateurs et on s'est dit si, il faut le faire. Parce que comme tu l'as rappelé, il y a eu un rapport WWF qui dit il va faire très chaud, les pelouses vont être gelées, il y a 2 mois de pratique en moins. Si sur un rythme de réchauffement à plus 4 degrés, il y a 2 mois de pratique sportive en moins. Donc ça, c'est un premier risque. À plus 4 degrés, qui est la trajectoire vers laquelle on se dirige actuellement. À peu près, oui. Donc 2 mois, ça fait quand même beaucoup. On a identifié un deuxième risque qui est le risque d'approvisionnement, on en avait parlé au début. On l'a vu pendant la crise énergétique avec l'Ukraine, si les prix de l'énergie montent, entre chauffer les piscines ou chauffer les écoles, le choix a été vite fait. Donc ça, c'est un vrai risque pour le sport. Et le dernier qui est le risque d'adaptation, si demain toutes les voitures sont électriques et qu'il n'y a pas de borne de recharge dans les infrastructures sportives, peut-être qu'on ira moins en sport parce qu'on pourra moins s'y rendre. Donc si on s'est dit qu'il fallait planifier la transition écologique, c'est pas pour être écolo. Dans l'absolu, l'écologie, ça pourrait ne pas être notre sujet, mais c'est plutôt la condition du développement de la pratique aujourd'hui. C'est que si on reste dépendant des énergies fossiles et qu'on ne prend pas en possession ces risques, on ne pourra pas développer la pratique sportive plus tard. Donc c'est plutôt en tant qu'amoureux du sport qu'on se mobilise. Alors quels sont les grands postes d'émission? Donc on a travaillé sur le rugby et le foot, professionnels et amateurs, donc des équipes nationales aux équipes départementales. Donc c'est
On a quantifié ça, alors en nombre de tonnes, je ne sais pas si ça parle beaucoup, mais c'est 400 000 tonnes de CO2, c'est l'équivalent d'une ville comme Rennes à peu près, à Pour l'année. une pratique ou pour les deux ensemble? Pour les deux ensemble, amateurs et professionnels. Donc ça, c'était une première conclusion. La deuxième, c'est que 50% de l'empreinte carbone, ça vient du transport. Donc pour le milieu professionnel, c'est le transport surtout des spectateurs pour venir dans les stades, et sur le milieu amateur, des pratiquants pour venir à leur entraînement et à leur match. Si on fait un focus sur les matchs professionnels extra-européens, là le transport c'est même plus de 80% de postes d'émission. Et même si on va un peu plus loin sur uniquement le volet transport, 2% des spectateurs étrangers, donc les 2% qui viennent du plus loin, font 98% de l'empreinte carbone d'un événement sportif international. Donc le transport, forcément, ça montre qu'on est très dépendant des énergies fossiles et qu'on ne sait pas se passer principalement du pétrole pour en mettre dans nos voitures ou dans les avions, du kérosène dans les avions pour se rendre au stade. Un troisième enseignement qu'on a trouvé important, c'est que 80% de l'empreinte carbone vient de la pratique amateur. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de faire du sport amateur, vraiment pas du tout. C'est plutôt pour montrer que le secteur est fortement vulnérable et très à risque, parce que c'est la masse des pratiquants qui fait la masse de l'empreinte. Donc quand il y a 2,5 millions de licenciés de foot et de rugby en France, ça veut dire que c'est 2,5 millions de personnes qui prennent leur voiture 2 fois par semaine, une fois le week-end pour les matchs, et que ça, c'est ça qui fait particulièrement lourd. Mais finalement, ça fait des émissions, certes, mais le problème, ça veut dire c'est qu'on est dépendant des énergies fossiles et que ça rend la pratique très très vulnérable demain s'il y a des problèmes d'approvisionnement énergétique, par exemple. Voilà dans les grands enseignements. Donc le premier poste d'émission, c'est le transport. Ensuite viennent les articles de sport et loisirs, en deuxième position. Donc les articles de sport et loisirs sont le deuxième poste d'émission, parce que là aussi c'est la masse des équipements consommés qui fait la masse de l'empreinte. Donc principalement ça vient des modes de production dans les usines qui sont aujourd'hui très carbonés, qui viennent de très loin, et que ça on consomme je ne sais plus combien de ballons de foot par an, je crois que c'est 1 million en France. Donc voilà, c'est la masse consommée qui fait l'empreinte. Et bien ensuite la partie infrastructure, alimentation et enfin énergie, électricité, ce qu'on peut utiliser dans les infrastructures. Est-ce qu'en faisant le rapport, des surprises ou des choses sur lesquelles vous y attendez pas du tout? On a fait 2 rapports intermédiaires avant d'avoir un rapport final, et les articles de sport au début n'étaient pas du tout aussi hauts. Et puis on a eu des données complémentaires de Decathlon, et c'est pas moi qui étais dans les Excel, mais la personne qui était dans les Excel a refait, je pense, vraiment 10 fois les calculs en disant c'est pas possible que ce soit 16% de l'empreinte carbone du foot et du rugby en France, c'est des articles de sport et loisirs. Et moi je lui ai dit ah mais trop bien, c'est une bonne nouvelle, parce que c'est un levier qu'on peut directement activer quand on est un club sportif, quand on est une organisation sportive, alors que le transport il y a plein de choses à faire, et on en parlera certainement, mais ça nécessite aussi des changements structurels de société, alors que les articles de sport et loisirs, il y a quand même des leviers qu'on peut activer assez facilement dans sa structure sportive. Merci. Est-ce que, peut-être une autre question, mais qui s'adresse aussi à vous trois, des rapports, il y en a de plus en plus qui sortent actuellement et on voit et qui viennent un petit peu accumuler de la donnée, et ça fait un petit peu le lien avec une des questions qui a été posée. Est-ce qu'aujourd'hui, on a le sentiment que pour du constat justement à l'action, on a encore besoin d'agréger certaines données, est-ce qu'on a encore des données manquantes où on se dit, bah tiens, ce chiffre-là, ça serait intéressant de l'avoir, et malheureusement, on ne l'a pas encore dans le sport sur les questions écologiques. Il est utile notre rapport quand même, non? Merci pour l'invitation, du coup je vais faire un peu de Justine. Il y a déjà énormément de données. Il y a déjà... Et la problématique qu'on va avoir maintenant aujourd'hui, c'est de la communiquer correctement, surtout. Et qu'elle aille vers les bons destinataires pour qu'elle soit bien saisie, cette information. Effectivement, elle est déjà le rapport est très complet et apporte déjà beaucoup de sujets. Et le problème aussi qu'on va avoir, c'est
qu'on pourrait avoir, en tout cas d'avoir beaucoup de données, c'est d'en avoir trop, et du coup de faire reculer la motivation des gens à s'investir, ne sachant pas par quel bout prendre l'énorme morceau. Donc les données sont déjà assez importantes. Pour commencer, je vais bien. Très bien. Ça marche. Je voulais revenir un petit peu sur le titre de cette conférence avant de passer aussi à l'autre partie, mais donc du constat à l'action, comment le sport peut devenir un vecteur de transition écologique. On est dans le conditionnel, enfin en tout cas peut devenir. Est-ce que pour vous le sport est déjà finalement un levier de transition écologique, ou est-ce que là on est au début du chemin par rapport au nombre d'actions qu'on doit mettre en place prochainement? Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Ravi d'être très bien accompagné ce soir. En introduction, moi aussi président, j'ai pris beaucoup l'avion. J'ai eu la chance de porter le maillot tricolore pour l'équipe de France de rugby. J'ai pris beaucoup l'avion aussi pour des petits trajets. J'ai eu aussi beaucoup d'équipements sportifs tous les ans qui s'accumulaient. Parce qu'on a l'équipement à l'intersaison, on a l'équipement pour l'équipe de France, on a l'équipement en été, on a l'équipement de l'équipementier, du sponsor, l'équipement de... Et on a beaucoup de choses, et on accumule tout ça. J'étais aussi engagé sur tous les sujets, moi, en tant que joueur. J'étais également engagé sur tous les sujets de conservation, de protection des espèces menacées quand j'étais joueur et par des liens familiaux. Et aussi, j'avais ces constats que la biodiversité disparaît dans le monde entier depuis très longtemps. C'est pour ça que j'ai voulu m'engager plus loin, que je pense que oui, le sport est un secteur extrêmement puissant d'influence, de sensibilisation, de pédagogie, parce que le chiffre, évidemment, est dans le rapport comme le chiffre évidemment, parce que ça nourrit la réflexion et les plans d'action. Mais le sport est un formidable vecteur de pédagogie. 2 millions de jeunes qui font du rugby, du foot tous les week-ends. C'est 2 millions de jeunes qu'on peut former et sensibiliser. L'équipe de France de foot qui prend le train, Antoine Griezmann ou Antoine Dupont qui prennent le train, c'est pas 2 joueurs qui prennent le train, c'est 2 joueurs plus X millions de followers qui prennent le train avec eux. Et c'est là-dessus que le sport a un vrai pouvoir d'influence, de transformation. Pour répondre à la question, est-ce qu'on y est? Pas totalement, pas tout à fait, mais on y prend le chemin. Il y a 4 ans, quand on s'est lancé dans le Frappeur en planète, l'un des premiers grands clubs à nous faire confiance, c'était l'Olympique Lyonnais. Et M. Aulas me dit à l'époque, vous êtes un visionnaire. Et on était tout début des choses, et ça n'existait pas. Des labels éco-responsables pour les acteurs du sport. Aujourd'hui, on ne se pose plus la question de savoir si on est légitime ou pas. Il y a des acteurs qui, de toute façon, ça passera comme ça. On est une des formes d'engagement de tout ça, parce que chaque acteur va aller chercher de ce dont il a besoin. Mais vraiment, véritablement, c'est en train d'accélérer petit à petit, et on a conscience. Mais en même temps, moi je suis pour le sport, j'aime le sport, j'aime les grands événements sportifs, je les ai pratiqués, je vais les voir, et c'est grâce au sport qu'on peut faire passer énormément de messages, qu'on peut sensibiliser. Parce qu'on peut aussi prendre on pourrait aussi avoir des spectateurs qui disent oui, mais le sport c'est une ville comme la même, le CO2. Bah oui, mais non, c'est pas ça en fait, c'est beaucoup plus que ça, parce que c'est les infrastructures qu'on va bouger, c'est les habitudes qu'on va changer, et c'est là-dessus que le sport a un vrai levier de transformation de la société. C'est vrai, il est chic. Merci. Est-ce que vous vouliez réagir également sur la même question, finalement, plutôt aligné? Très bien. Parfait. Et bien dans ce cas-là, moi je vous propose qu'on passe assez rapidement finalement aux outils, aux actions, parce que justement c'est une chose de se dire comment le sport peut justement devenir ce levier et cette puissance d'influence. Et finalement, qu'est-ce qu'on a à notre disposition aujourd'hui pour s'embarquer dans des démarches, pour faciliter des démarches qui souhaitent justement intégrer la question environnementale dans les stratégies d'un club, d'un événement sportif ou autre.
Et du coup, je reviens un petit peu. Alors, je vais vous donner un peu la parole séparément. On peut commencer avec toi, éventuellement. Qu'est-ce qui a fait, enfin, par quoi vous avez commencé au sein de la Fédération française de rugby? Et aujourd'hui, quels sont un petit peu les outils qui t'accompagnent et qui t'aident justement à développer toute cette stratégie? Déjà, moi, je travaille sur la partie rugby amateur, mais pas la partie professionnelle, ni sur la partie structurelle de l'entreprise qui est la fédération, donc du site qu'on a notamment à Marcoussis. On a déjà embauché quelqu'un qui est responsable RSE, qui ne peut pas être parmi nous ce soir parce qu'elle est en train d'organiser on a un événement là dans quelques jours. Petit truc entre amis. Et donc mobiliser pour justement mettre en place aussi des actions comme des temps de sensibilisation sur le parvis autour de l'éco-responsabilité et d'autres sujets puisqu'elle fait de la RSE, pas uniquement l'écologie. Et en tout cas, on a commencé par embaucher quelqu'un et de dédier un poste sur cette thématique-là au sein de la fédération. Ce qui nous a permis de pousser donc, des chantiers et d'aller réfléchir sur vraiment les engagements qui étaient ceux de la fédération. Il y a déjà des choses qui avaient été engagées auparavant, mais sur lesquelles, effectivement, il n'y avait pas eu une vraie mobilisation d'une ressource RH dédiée. Et là, clairement, c'est ce qui fait aussi beaucoup de changements au sein de la fédération. Et donc Alixia, qui a cette fonction au sein de la fédération, est aussi référente développement durable. Ça a été aussi une obligation pour les fédérations, d'avoir quelqu'un qui se forme, qui du coup accompagne vraiment cette mise en place et ces préconisations, ces outils, ces informations au sein de la fédération. Ça a été déjà quelque chose et finalement ça date pas si longtemps que ça, parce qu'Alixia a pris ses fonctions, je crois, il y a 2 ans. Donc c'est assez récent finalement au sein de la fédération. Et puis après, il y a eu une volonté politique. Et je crois qu'on en parlera aussi un peu plus tard, mais il y a vraiment aussi cette volonté politique qui est hyper importante pour que la fédération s'engage et que du coup, toute la machine puisse suivre avec nos ligues régionales, nos comités départementaux et nos clubs in fine, et donc par ricochet nos licenciés. Donc toute cette démarche, finalement, c'est plein de petites étapes qui nous emmènent par des ressources, par de l'information, par une gouvernance qui s'installe et qui porte cette ambition de fédération à mission, et notamment aussi autour des co-responsabilités, qui du coup nous permet d'aller vers ces engagements-là autour des co-responsabilités. Tu viens de l'évoquer justement, vous êtes dans un processus pour devenir fédération à mission. En quoi le fait de se lancer dans ce processus, tu commençais un petit peu à l'évoquer, que c'est en fait une transformation du portage, mais c'était vraiment ce processus-là qui a fait qu'aujourd'hui vous dédiez beaucoup plus de moyens, de temps sur la question environnementale, ou est-ce que c'était quand même 2 choses différentes? Enfin voilà, je voulais un petit peu, comment dire, le fait de s'engager dans ce processus de fédération à mission, quelle est la portée vraiment pour embarquer plus largement au sein de la fédération? Alors, du coup, c'est très étonnant de parler de ça devant Johan, qui est un peu, du coup, ma source d'inspiration sur ce sujet, et qui pourrait l'être pour plein d'autres fédérations. Je pense que, et puis j'ai parlé sous couvert d'une vice-présidente de la fédération qui est ici présente aussi, parce que je reste une salariée et je ne suis pas élue. Mais pour autant, la démarche de fédération à mission, elle met vraiment en avant ce rôle social et cette question de valoriser, de communiquer sur le rôle social et sociétal du sport. Et qu'il faut qu'on puisse permettre au club d'en témoigner, de comprendre cette force qu'ils ont entre leurs mains, que ça valorise aussi le bénévolat qui est en grande souffrance, que ça leur permet d'aller au-delà entre guillemets, de la simple offre de pratique, et de se rendre compte que c'est des vrais lieux de vie sociale dans lesquels se jouent plein d'autres choses au-delà du sport, grâce au sport mais au-delà du sport. Et le fait d'intégrer une démarche plus globale, plus grande, plus vaste, plus solide, et qui met en place aussi une structuration adéquate, c'est un vrai engagement qui prend une plus grande dimension et pour lequel on est convaincu et on devient convaincant, on l'espère en tout cas, pouvoir embarquer et dans des solutions de survie de certaines associations qui vont avoir besoin de ça pour continuer à fonctionner,
et à savoir aller vers les politiques publiques et s'engager sur d'autres chantiers que seulement celui du sport. Parce que si le budget du sport n'est pas a priori très très important, pour qu'on puisse continuer que là-dessus. Et donc cette fédération à mission, en tout cas cette structuration vers la fédération à mission, vient accompagner cela, parce que c'est aussi la réalité finalement de notre modèle et de son développement. Merci. Je reste avec toi également. Qui a déjà fait une fresque du climat ici? Ok. Très bien. C'est pas la moitié. Je posais cette question parce que c'est vrai qu'on a vu énormément de fresques émerger ces dernières années. Tu as justement été à l'initiative d'une fresque écologique pour le rugby. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la genèse, en fait, pourquoi vous avez senti le besoin de développer cet outil, à qui il s'adresse, et voilà, et quel est l'objet finalement de cette fresque? Alors déjà, la fresque, c'était une opportunité. L'opportunité a été liée aux Jeux Olympiques et à l'appel à projet Impact 2024, parce qu'au-delà de vouloir développer des projets, il faut trouver un modèle économique pour pouvoir les développer. Et la fresque écologique, c'était une initiative initialement d'un élu qui avait vu naître la fresque écologique du foot, parce que c'est quand même la première fresque écologique qui est dédiée à un sport. Et de rencontrer cet outil et de se dire voilà, le sujet est certainement à réfléchir chez nous et comment on peut faire pour trouver le modèle économique qui nous permet et d'enchaîner. Donc on a avancé sur ce sujet-là en se rapprochant de Football Écologie France pour comprendre comment c'était mis en place, etc. Et du coup de pouvoir, grâce à Impact 2024, trouver des solutions pour développer, par l'intermédiaire des ingénieurs pédagogiques qui ont conceptualisé également cette fresque, développer l'outil côté rugby. Et donc on a conceptualisé cet outil dans la nécessité de se dire qu'il fallait qu'on ait un outil de sensibilisation accessible, et finalement la pédagogie autour du format de fresque était la plus évidente dans notre organisation, et c'est ce qui nous semblait le plus cohérent. Donc on a créé un outil qui nous permettait aussi, de manière assez ludique, d'aborder cette thématique-là. Alors la fresque du climat, pour ceux qui l'ont vécu, moi j'ai trouvé ça waouh, complètement traumatisant. J'en suis ressortie en me disant bon bah c'est l'extinction de la race humaine qu'il faut mettre en place. Et c'était pas du tout l'objectif qu'il fallait que j'aie avec la fresque du rugby. Il fallait que les gens continuent à faire du rugby, on est bien d'accord. Donc il fallait qu'on trouve un moyen de sensibiliser les personnes, les pratiquants, mais aussi les dirigeants, et trouver le moyen d'alerter, ou en tout cas de sensibiliser sans dramatiser, en finissant cette fresque en ayant des solutions derrière. Donc on a créé un outil sous un format d'atelier de 2 heures, avec de l'animation, avec des questions rugby pour marquer les essais, avec des questions écologiques pour transformer les essais. Ça nous permettait de distiller un peu d'informations, de donner un peu des chiffres clés, de permettre aux gens de basculer, et puis du coup à la fin de penser à des solutions ensemble, des défis personnels. On peut s'engager à relever quand on a pris conscience de certains sujets avec cet outil pédagogique, et puis des challenges plus collectifs que les clubs pourraient se relever entre eux. Et on a du coup créé cet outil en format atelier et en format événementiel, parce qu'on s'est rendu compte qu'il était compliqué finalement de donner du temps sur ces sujets-là, dans des ateliers de 2 heures, dans les clubs sportifs, dans les associations, c'était compliqué pour eux. Ça l'est toujours un petit peu. On commence à répondre un petit peu à la question. Ça l'est toujours aussi compliqué de consacrer 2 heures sur un sujet qui est d'actualité, mais qu'on ne sait pas trop comment aborder. Donc on a créé aussi un support événementiel qui nous permet d'activer sur les parvis, qui du coup permet d'être activé aussi sur des réunions entre dirigeants, parce que du coup elle s'adresse à des enfants à partir du 3e cycle, donc CM1, CM2, et jusqu'aux grands enfants, puisqu'il n'y a pas de limite sur la mobilisation autour de l'écologie. Et donc elle a 2 formats qui s'adaptent pour faire et de l'événementiel et de la partie plus intelligence collaborative, atelier comme la fresque du climat. Merci beaucoup. Donc, si vous souhaitez ou vous réfléchissez à lancer une fresque également pour vos disciplines, n'hésitez pas à vous rapprocher de Pomme tout à l'heure également, peut-être aussi pour
avoir un peu plus de détails là-dessus. Julien, peut-être, je me suis avec toi sur la question du label. Finalement, le label existe depuis un moment. Vous êtes en train de continuer son développement. Où vous en êtes? Quels sont les défis aujourd'hui que vous percevez autour du label? Et surtout, j'allais dire, la même question, à qui ça s'adresse? Oui, voilà, ce sera déjà pas mal. Je vais essayer d'être concis. À qui ça s'adresse? Oui, donc on a créé ce label en fin novembre 2020, on a créé un référentiel avec l'ADEME qui a validé le processus de labellisation. Le référentiel et le processus de labellisation, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais un parcours de label classique, un référentiel, un audit et un accompagnement justement pour engager véritablement une démarche de progrès. Pour répondre à la question de Denis, juste en reconversion, justement, je voulais m'engager, aller plus loin et justement, j'ai fait un benchmark mondial sur ce qui existait sur l'engagement du monde du sport, sur ces différentes pratiques, et notamment sur les outils de normes, de labels qui existaient, ou de chartes. Et en fait, il n'existait pas d'outil unique pour le monde du sport qui permettait d'identifier, mesurer et structurer, valoriser l'ensemble des actions éco-responsables, comme ça, pour les acteurs du monde du sport. Il existait des labels OUBI, des chartes relais, des normes internationales Marmiso, des labels RSE, mais pas quelque chose d'universel pour le monde du sport. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de créer vraiment un outil universel pour le monde du sport qui s'adresse aux clubs amateurs, aux clubs professionnels, aux événements, mais aussi aux structures sportives. Parce qu'en fait, c'est des questions qui vivent ensemble, les organisateurs, les fédérations, les clubs vivent tous ensemble. Donc, voilà, c'est vraiment engager cette démarche à travers une démarche de médiation, pas pour dire que tel ou tel acteur fait moins bien que l'autre, mais pour engager cette démarche de progrès. Pour revenir à une question qui était tout à l'heure, et un exemple précis, c'est que nous, on a dans les différents partenariats on a un partenariat avec l'équipe, et tous les ans, on a un classement qui paraît dans l'équipe, avec différentes structures qui sont labellisées, des notes qui apparaissent. Mais il y a 3-4 ans, je crois, une initiative à Londres, Sports Positif, qui avait classé tous les clubs de première ligue. Et puis, il y avait aussi fait le même classement en Ligue 1. Et le Stade Brestois est arrivé dernier. Le Stade Brestois, ça a mis alerte, warning, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on doit faire, on ne peut pas être dernier, c'est pas possible. Alors, je ne sais pas vraiment les critères de ce classement de Positif Sport. Et ils se sont engagés avec Football Ecologie France. On a travaillé avec eux, ils sont labellisés aujourd'hui. Et ça a été aussi un déclencheur pour eux d'aller plus loin dans cette démarche. Donc, c'est aussi ces leviers-là, ces outils qui n'existaient pas avant, qui peuvent en fait, on peut s'engager, on doit s'engager. On se pose plus la question aujourd'hui, dans n'importe quelle structure fédérale ou instance, s'il y a une commission RSE, s'il y a un référent environnement, et peut-être que demain, il faudra des commissions d'adaptabilité. Il faudra les créer très vite, ou que ce soit inclus dans les commissions RSE, parce que cette question-là va se poser très vite. Et nous, on aime aujourd'hui, on travaille beaucoup de structures en France, tout type de sport, tout type de niveau. On est en train d'améliorer aussi l'outil, parce qu'on répond aussi aux besoins de nos clients. Mais on a signé des très bons partenariats dernièrement, donc forcément je suis content, mais certaines marques nous disent le partenariat sportif ne passera plus si la structure, le club, l'événement n'est pas engagé, n'est pas labellisé par un tiers. Et ça, clairement, les grands groupes, de toute façon, demain, ils vont le demander, ils vont l'accompagner, ils vont le demander. Mais c'est aussi des sources de financement pour les clubs. Nous, on a des clubs, des petits clubs, qui, grâce à l'engagement avec le label, ont trouvé des nouveaux partenaires ou eu accès à des subventions départementales, collectivités, régions. Tu parlais de bénévolat. Nous, on a énormément d'exemples aussi, parce que les clubs, les événements s'engagent sur les sujets RSE, ou de transition, ou d'inclusion,
qui est assez varié, mais une fois qu'ils s'engagent dans ces sujets-là, qu'ils en parlent auprès des partenaires, des différentes parties prenantes, en fait, il y a beaucoup de mains qui s'aiment en disant, attendez, mais moi j'ai cette compétence de savoir calculer la bilan carbone. Et donc, je vais m'engager dans ce club. L'exemple le plus flagrant, c'est des Alpes avec le club de ski Chamonix. Chamonix, je sais jamais comment dire. Je suis absolument pas skieur, bref. Et le club de ski s'engage, ce club de ski s'engage dans une démarche de bilan carbone. Ils n'ont pas les moyens. Bon, comment on va faire? On va questionner les parents. Et en fait, il y a un monsieur qui avait un homme qui disait, moi je suis formé bilan carbone. Moi j'amène mon gamin tous les jours au ski. Et il a créé un outil partagé sur, je ne sais pas quelle application, bref. Et chaque parent met le nombre d'enfants qui rentrent, qui est dans le nombre d'enfants dans la voiture, le nombre de kilomètres qu'ils font. Et ça devient un vrai outil de sensibilisation. Ça n'a pas coûté, ça on a gagné un minimum. On arrive à sensibiliser tout le monde. Et c'est des vraies solutions. Et donc, ils sont encore plus dans le secteur de la montagne. Ces sujets avancent, il faut de la pédagogie, il faut répéter comme tout, mais les sujets sont avancés véritablement. Merci. Je me posais la question au niveau des labels. Aujourd'hui, combien de structures ont été labellisées par Fairplay, par Planet? On travaille entre 90 et 90 structures actuellement. On a 3 niveaux de label, aucune structure de 3e niveau de label, 2 ou 3 au 2e niveau de label. La grosse majorité à premier niveau, entre 10 et 15% n'a pas eu le premier niveau de label, ou est en cours et dans le processus de labellisation. Donc voilà, ce chiffre va augmenter de structure globale. Merci. Justine, je me tourne vers toi désormais. Au niveau des outils, la boîte à outils un petit peu privilégiée de l'Institut du sport durable, c'est laquelle? Et également, est-ce que, parce que je sais que vous travaillez beaucoup sur le fait de produire des outils qui peuvent être utilisés en open source, d'ailleurs par justement le secteur, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu justement cette palette d'outils open source qui sont d'ores et déjà disponibles? Et s'il y en a que vous êtes actuellement en train de développer ou sur le projet. Et avec l'Institut du sport durable, c'est plutôt la casquette action, outillage, mise en mouvement. Et donc on est une association d'intérêt général, donc avec des financements publics, des financements de mécénat, pour outiller un maximum d'acteurs du mouvement sportif et leur donner un maximum de clés en open source. Donc qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que vous pouvez dès à présent aller chercher sur nos espaces? Alors il y a 70 heures de contenu de formation en e-learning qui sont disponibles sur notre plateforme, accessibles à toutes et tous, sur plein de thématiques, le bâtiment, l'approvisionnement dans son club. Ah oui, en introduction, on est vraiment plutôt spécialisé sur la pratique sportive amateur. C'est-à-dire que les problématiques des clubs professionnels, c'est pas le sujet qu'on traite. On a souhaité faire des outils plutôt pour la masse. Donc les 70 heures de contenu de formation, ça va répondre peut-être un peu aussi, on travaille sur une cartographie des clubs qui mettent déjà en place des initiatives éco-responsables, donc évidemment que les clubs qui sont labellisés Fairplay for Planet sont les premiers à être cartographiés, où on peut dire, voilà, ils ont déjà fait quelque chose. Et en fait, on se rend compte que c'est un travail vraiment colossal, parce qu'il y a plein de clubs qui font déjà des choses, et qui se disent pas, je mets en place une initiative éco-responsable. Et donc c'est sûr qu'on n'est pas tous, on n'est pas tous en train de faire du covoiturage et de venir à vélo, on n'a peut-être pas les actions les plus engagées, mais déjà d'avoir fait quelque chose et de dire on va le valoriser et ensuite on ira à la seconde étape et puis ton club d'à côté il va peut-être te donner une bonne idée parce que vous n'auriez pas pensé à mutualiser le matériel sur tel événement, et ben on espère que la cartographie permettra vraiment cet échange de bonnes pratiques. On fait des webinaires aussi très régulièrement, il y a quelqu'un qui s'occupe de l'animation de communauté, donc faire justement ce lien entre les clubs qui ont déjà envie de faire des choses. Et on a aussi un atelier de sensibilisation qu'on va animer gratuitement dans les comités, dans les ligues, dans les clubs qui s'appelle Sport 50, où là c'est un film de 30 minutes qu'on a créé pour sensibiliser au dérèglement climatique, globalement sans faire une fresque qui peut nous plomber. Nous, en tout cas celle du climat, pas celle du rugby qui est super, mais celle du climat qui peut être un peu lourde. Nous on a un film de 30 minutes où on va questionner les clubs sportifs sur
comment ils vivent déjà le dérèglement climatique, et ensuite on anime un atelier de solutions où ils repartent avec un kit pratique. Donc tout ça, c'est gratuit. En tout cas, nous, ça nous coûte de l'argent, mais parce qu'on a des financements, nous, qu'on essaie d'avoir ailleurs, publics, de mécénat aussi, pour pouvoir donner accès au milieu sportif à ces outils. Et puis on a aussi un centre de formation. Alors là, c'est plutôt sur des journées de formation de 7 heures. Et ça, on essaie toujours de se dire comment ça peut comment le monde sportif peut s'en saisir. Donc les financements de formation de l'AFDAS ou des centres de formation permettent quand même aussi de pouvoir financer de la formation dans les structures. Donc ça aussi, on pense que c'est une bonne clé déjà pour vouloir former ces ligues, ces comités, son siège, de passer par la formation professionnelle. Oui, sur les outils, nous on est partenaire avec l'ADEME, il y a aussi beaucoup d'outils à l'ADEME qu'on relaie. Nous aussi, on a aussi des outils, on a essayé aussi sur le site. Et je pense que c'est important aussi d'avoir des outils gratuits pour sensibiliser. On a un test gratuit en ligne pour les acteurs qui puissent mesurer quelque part ce qu'ils mettent en place. On travaille avec l'ADEME pour aller plus loin avec eux et que ces outils soient partagés. En fait, en réalité, des outils, il y en a plein. Il y en a plein, et c'est vrai que on est aussi beaucoup d'acteurs à cette lancée en même temps. Et ben voilà, il faut aussi que tout le monde prenne sa place et travaille ensemble et qu'on partage les mêmes outils. Donc les outils, il y en a de plus en plus. Et je reviens juste sur un point qui est très juste, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'acteurs, quand on leur pose la question, mais qu'est-ce que vous faites, nous on fait rien. Nous on fait rien, et puis on ne sait pas. Mais en fait, en réalité, quand on creuse un petit peu, si, en fait, on fait tous un petit peu, on fait tous quelques gestes. Je prends l'exemple d'un petit club avec qui on travaillait, qui nous a dit nous on ne fait absolument rien. Et en fait, quand on a creusé, en fait, on a supprimé le coca, le soda américain, pour pas citer la marque, parce que c'était pas bon pour nos enfants, pour les jeunes, pour les goûter. Puis on a supprimé les pitchs industriels. On a remplacé par du jus de pomme local. Avec une bouteille en verre, parce qu'en fait le producteur il est du coin, etc. On a mis le logo du club, on a enlevé les pitchs, on a mis des pains au chocolat ou des chocolatiers, ça dépend dans quel jeu on se trouve. Et en fait, c'est déjà beaucoup à l'échelle d'un petit club. Et puis ces structures sur lesquelles on va s'appuyer, qui sont des partenaires demain, vont s'engager. Donc c'est pas que aussi des freins, c'est aussi des ressources demain qu'on peut trouver. Dans le PNAC, le plan d'adaptation, il y a, on va dire, 2 volets. Il y a la partie réduction et la partie adaptation. Aujourd'hui, quand vous faites des accompagnements, quand vous travaillez avec des structures, sur lequel de ces 2 volets vous mettez l'emphase ? Les deux, c'était soit l'adaptation et réduction adaptation. Je pense que de toute façon, l'adaptation, il y a des choses très naturelles qu'on est obligé de faire. Je pense par exemple à un club d'équitation qu'on avait rencontré. Les compétitions en août, ça c'est plus possible, il fait trop chaud pour les chevaux, donc on a été obligé de décaler notre calendrier des compétitions parce qu'aujourd'hui on ne peut pas pratiquer comme avant. Donc je pense que l'adaptation se fait de manière forcée aujourd'hui et qu'il vaut peut-être mieux la prévoir pour être un peu plus agile demain. C'est forcément combiné après avec des mesures de réduction pour essayer d'être moins vulnérable et moins dépendant des énergies fossiles. Mais à mon sens, les deux volets doivent se faire ensemble. Je crois que l'adaptation, on a déjà commencé. Je prends mon exemple. Quand j'ai commencé à jouer au rugby, il n'y a jamais eu de water break à la mi-temps. Parce que c'est trop chaud. Il y a peut-être moins vite, il y a moins. Ça ne fait pas. Mais bon, c'est bon. Mais c'est sûr. Aujourd'hui, on ne se pose plus la question. Il y a un water break parce qu'il fait trop chaud. Peut-être parce qu'on protège un peu plus les joueurs, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'adaptation, on est déjà. Je crois que la question qu'il faut se poser, c'est à quel point nos structures vont être résilientes et vont être robustes
demain, justement à ces dérèglements, à ces changements, comment pouvoir mieux être beaucoup plus robuste et beaucoup plus résilient. Les deux avancent ensemble, je crois que c'est la question qu'il faut se poser et comment on va s'adapter, quoi. J'ai plusieurs choses sur lesquelles je pourrais rebondir, et notamment nous sur la manière dont on va accompagner nos clubs et les structures. Je crois que l'un des outils qui est en ce moment en construction et qui va nous permettre d'aller vers la compréhension des besoins d'adaptation, et en tout cas comment on fait pour les identifier dans plusieurs sujets, c'est que la fédération a structuré un label Club Engagé qui émane de critères qui sortent du logiciel de la fédération, qui gère les licences. Mais aussi avec 30 critères qui sont sujets d'une conversation qui est menée avec un conseiller technique et avec un dirigeant de club, sur lequel on aborde les 5 piliers principaux de la RSE, qui vont être la santé, le bien-être, la citoyenneté, l'inclusion, et aussi l'éco-responsabilité. Et là, on commence à leur demander d'aller réfléchir, à faire des labellisations, à aller vers l'accompagnement, à réfléchir, à faire leur autodiagnostic sur ces sujets-là, à penser, à commencer à voir le besoin d'adaptabilité qui va arriver, et du coup à réfléchir à cette réduction. Ce label, il permet de prendre conscience, et je pense que c'est aussi ça, nous en fait, la démarche dans laquelle on est en tant que fédération, en tant que centre de ressources, c'est de les accompagner à mieux comprendre, à trouver les leviers d'information, de manière à ce qu'ils puissent se dire que la fédération va pouvoir aussi leur permettre d'aller vers toute la galaxie d'acteurs qui existent. En tout cas, on peut être aussi une porte d'entrée. Je vais mettre un exemple d'un club qui m'a appelé, un conseiller technique qui m'a dit: j'ai mon bassin de club sur lequel je veux pousser sur l'éco-responsabilité, parce que c'est un des piliers du label. On incite par ce label. Mais comment je fais pour les accompagner, comment je fais pour trouver des ressources, moi, conseiller technique, plutôt sportif du coup, comment je fais pour aller chercher ces ressources-là? Est-ce que tu peux m'accompagner pour aller vers ces plateformes qui peuvent nous aider? Et là, effectivement, on se rend compte que ce besoin arrive tant sur les outils que sur l'adaptabilité, et du coup, ça suscite vraiment là des besoins et des vocations qui arrivent vers les structures amateurs. Sur le plat, oui, c'est dans les objectifs aussi du ministère de former 50% des dirigeants et des dirigeantes sportifs aux enjeux de l'adaptation au changement climatique d'ici 2026 et les 50 autres d'ici 2030. Oui. Mais c'est pour dire qu'il y a une volonté, je pense, politique de former les dirigeants sportifs à l'adaptation au changement climatique. Donc, voilà, il va falloir s'y mettre vite. Du coup, ça fait une bonne transition. Est-ce que vous vous sentez formé sur le sujet? Et peut-être lever la main si vous oui, parce que sinon on ne voit pas en fait. Ok. Donc ça fait quand même pas beaucoup de monde. Donc il y a quand même un énorme enjeu sur la question de formation aujourd'hui dans les structures sportives. Est-ce que vous avez des exemples parce qu'on vient de parler donc d'adaptation, de réduction? Moi j'avais des exemples parce que souvent en fait ça donne aussi des bonnes clés de compréhension de mauvaises adaptations. Et ça, c'est notamment, vous avez peut-être sûrement déjà entendu parler en fait de ce qu'on appelle les effets rebonds. C'est-à-dire qu'en fait, on va mettre en place des politiques, quelles qu'elles soient, en pensant que ça va permettre de diminuer une pratique, et en fait, on va avoir un effet rebond qui va annuler le gain écologique qu'on aurait pu gagner. Je vous donne un exemple très concret. On pensait que Airbnb allait permettre de démocratiser le voyage. Non, mon exemple est assez mauvais. J'avais vraiment l'habitude de le dire très régulièrement. Ça fait longtemps que je n'ai pas sollicité cet exemple et du coup, il part complètement en vrille. En tout cas, par exemple, un des effets rebonds qu'on peut avoir, c'est de se dire, finalement, Airbnb, en rendant le voyage vraiment peu accessible, a fait en sorte qu'on a eu en fait, ça a eu un impact écologique considérable parce que de plus en plus de personnes ont pris l'avion pour aller loin parce que le logement était devenu beaucoup moins cher quand on partait en vacances. Et donc, du coup, voilà, ça c'était typiquement, on va dire, une sorte d'effet rebond, un effet inattendu et néfaste, in fine, écologiquement. Est-ce que vous avez des exemples de choses que vous avez pu voir dans le sport où vous vous dites, tiens, là, super idée, on tient un truc, et finalement, ça s'est avéré être quelque chose un peu fort.
Alors, ouais, je ne sais pas si je parlais d'effet rebond, mais je pense qu'il y a une grande tendance aux déchets pendant vraiment beaucoup d'années. Sur la première initiative éco-responsable qu'on mettait en place dans sa structure, c'était le tri des déchets. Alors c'est bien, hein, il faut le faire, il faut trier les déchets comme on fait chez soi, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'effet rebond sur le tri des déchets. Cependant, c'est pour ça que je me suis beaucoup investie aussi au Shift Project pour qu'on ait les ordres de grandeur en tête. C'est que d'un point de vue carbone, les déchets en fait représentent très peu de choses. Il y a évidemment d'autres impacts sur la biodiversité, sur l'eau. Il faut réduire notre consommation de plastique, c'est une évidence. Mais le premier impact est quand même sur le transport, l'alimentation, les articles de sport et de loisirs, et qu'il y a peut-être d'autres choses à faire dans sa structure, en premier lieu, avant de mettre en place un super grand système de tri avec du compost, avec des biodéchets. C'est super, il faut le faire, mais pendant longtemps, ça a été quand même le critère d'engagement d'un club, c'était de dire est-ce que vous faites du zéro plastique, est-ce que vous avez mis des poubelles de tri, et en tout cas, d'un point de vue carbone, c'est pas comme ça qu'on peut réduire au mieux ces émissions. Donc je pense que ça a pris beaucoup de place. Dans la société en général, ça a pris beaucoup de place, hein, le fait de trier ses déchets. On est un bon écolo quand on trie bien ses déchets. Alors que je pense qu'aussi le tri des déchets, c'est l'un des sujets les plus accessibles en fait. Il me semble que c'est l'un des sujets, enfin, qui suis maman, quand on est arrivé à la maison et qu'on a dit maman elle ouvre la poubelle jaune, et que des fois c'est les enfants qui reprennent les parents pour dire c'est là-bas qu'on jette ça, c'est à l'école on m'a expliqué que, et puis on le fait correctement. Est-ce que c'est pas aussi un des sujets les plus faciles enfin en tout cas la première action la plus facile à mettre en place, alors peut-être celle qui a le moins d'impact, mais en tout cas est-ce que c'est pas aussi la manière dont la pédagogie dans laquelle on a réussi à mettre en place le tri du déchet qui nous a permis de plus facilement et du coup le mettre comme un des critères les plus faciles à activer. La question, je ne sais pas si j'aurai la réponse. Moi, j'ai parfois tendance à penser que ça peut être aussi un passeport pour se dire on s'est déjà engagé parce qu'on a mis en place des poubelles de tri et que du coup, travailler sur l'alimentation, le transport, les articles de sport, ça vient un peu après parce qu'on a déjà mis en place des poubelles de tri. Mais cependant, encore une fois, faites-le, mettez des poubelles de tri dans vos clubs. Je ne veux pas du tout dire qu'il ne faut pas le faire. Mais c'est important d'avoir les ordres de grandeur en tête. Et je pense que sur la partie articles de sport et loisirs, par exemple, organiser une collecte d'équipements sportifs dans votre club, tout de suite, c'est un levier d'engagement qui peut avoir en tout cas un effet plus important parfois que les déchets. Donc, ça a permis d'engager plein de choses. C'est vrai que je pense qu'il y a des gens qui sont arrivés dans l'écologie par du plugging, par du ramassage de déchets à côté de chez eux, et que ça peut être un levier d'action réel, mais je suis pas sûre qu'il faille faire que ça, en tout cas pour les carboner. Sur la question des déchets, peut-être je peux ajouter un élément, c'est surtout dans quelle mesure on ne fait pas des mesures écologiques finalement reposées sur le point individuel. Et le problème souvent avec la question des déchets, c'est qu'on fait reposer la contrainte ou la responsabilité sur les épaules des individus. Or aujourd'hui, quand il est question d'écologie au sens large et de comment on fait naître et vivre l'écologie dans nos structures, c'est avant tout à l'échelle aussi collective qu'il faut qu'on se pose la question, et donc derrière, en effet, comment on organise des actions qui sont beaucoup plus globales. Est-ce que vous avez d'autres exemples de maladaptation ou pas forcément? Il y a aussi des bons exemples. Non, mais des bons exemples. Je prends 2-3 exemples que nous on a sur un exemple de ligue professionnelle avec le hockey sur glace qui est comme les Jeux 2030 qui peut être aussi très attaqué. Le partenaire titre, Finaglas, qui a décidé d'engager les 12 clubs dans la démarche de réhabilitation parce qu'il veut que son sport s'engage véritablement dans cette démarche-là et qu'il puisse aussi avoir les bons indicateurs derrière de quoi on parle exactement quand on parle du patinoire ou d'équipements sportifs et comment on peut réduire au maximum. Donc je pense que voilà, cet exemple-là, des exemples territoriaux où des collectivités, nous, ont engagé, on disait de piscine, on parlait de piscine tout à l'heure, piscine, justement, une collectivité de Grand Paris Sud, pour la citer, qui a engagé ces 10 piscines dans une démarche de réhabilitation, justement pour pouvoir mesurer quels impacts, sur quels leviers demain et quelles politiques publiques demain ils vont pouvoir mettre en place, sur quels investissements ils devront accélérer justement pour réduire au maximum, s'adapter au maximum demain.
c'est un autre exemple. D'un exemple, on a une marque, et je ne la citerai pas, mais je le disais tout à l'heure, qui engagera des partenariats uniquement s'il y a des balles derrière. Donc il y a aussi des bons exemples. Évidemment, le déchet, c'est plus facile à mettre en place ou à tout de suite à engager, parce qu'en fait on le fait déjà chez soi et on dit bah, tiens, on va le faire au club, mais ça permet aussi demain d'engager les collectivités. Ça permet aussi de poser les bonnes questions, de pas mesurer, et il faut qu'on les mesure, de se dire bah, tiens, on va réduire. Évidemment, il ne faut pas faire que ça, mais c'est peut-être le premier pas. Donc non, des bons exemples. Il y en a aussi, il y a plein de choses qui se mettent en place et qui sont en train de petit à petit de semer, qui sont en train de petit à petit en train de grandir. Je vais vous donner bientôt la parole pour des questions-réponses, si vous en avez. Il y a la question des JO 2030 à laquelle on n'a pas été encore complètement répondu. On pourra y revenir. Peut-être moi j'avais un dernier point que je voulais adresser avec vous, c'est finalement, je reboucle un petit peu avec mon introduction. Aujourd'hui, le sujet de l'écologie dans la société en général recule. Il est de plus en plus difficile de trouver des fonds. Et du coup, c'était plutôt comment on s'assure de poser des jalons. Comment on s'assure peut-être dès maintenant de faire en sorte qu'on acte certains aspects pour s'assurer qu'on ne puisse pas repartir en arrière d'ici quelques mois ou d'ici un an. Est-ce que vous avez des idées autour de ça pour justement ancrer des avancées de manière certaine dans les mois à venir? Alors, on ne se rend pas forcément dans une cave à discuter entre nous. En allant plus loin, je suis très honoré et très fier aujourd'hui d'avoir été élu au comité directeur de la Ligue nationale de rugby, notamment sur ces sujets-là, parce que je pense que c'est aussi en étant au cœur des instances qu'on peut faire bouger les choses. Donc, je pense qu'il faut aussi s'engager. Il faut aussi s'engager véritablement et être au cœur avec les décideurs, parler aux décideurs et travailler avec eux justement pour une meilleure adaptabilité, des changements plus profonds, systémiques sur le championnat peut-être, et peut-être demain de se dire il y aura un président qui dira oui, on réduit le nombre de matchs. On réduit le nombre de matchs pour la santé des joueurs, pour une meilleure visibilité, pour plein de choses, et peut-être derrière réduire aussi l'empreinte carbone du sport. On n'est pas là, on est très loin, mais voilà, donc je pense qu'il faut s'engager, et s'engager au cœur des instances, je pense que c'est important. Voilà, et puis continuer sur les leviers financiers, parce que c'est aussi ça qui fait bouger. On voit de plus en plus, on a parlé de public, de privé, mais aussi des subventions publiques, de plus en plus de subventions sont éco-conditionnalisées. C'est ce qui va aussi accélérer demain la transition et véritablement. Qui est une mesure qui est dans le PLAC d'ailleurs. D'éco-conditionnaliser les subventions. Il faut des bons indicateurs aussi derrière, et sans bien, on va faire Dans le rapport sur le Shift Project, on nous donne aussi des leviers pour décarboner. On ne dit pas juste ce qu'il faut, on dit les grandes masses de comment on peut faire. Donc sur par exemple la réduction du nombre de matchs, c'est une petite partie, c'est que d'abord il y a 80% de la réduction qui va être basée sur il faut passer à la voiture électrique, il faut y aller plus en vélo, il faut végétaliser les alimentations dans les buvettes, enlever les chaudières à fioul et à gaz des infrastructures sportives pour passer sur des modes de chauffage bas carbone. Et tout ça, on a 25 ans pour planifier la transition écologique. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle de se dire si on s'y met sérieusement aujourd'hui, on a la capacité d'être sur une trajectoire accord de Paris 2 degrés, et surtout d'être robuste et résilient, on en parlait tout à l'heure, face aux chocs qui vont arriver de manière très certaine. Donc dans les prérequis à l'activation de ces leviers, la première chose c'est se mettre autour de la table et planifier la transition écologique, donc avoir, et c'est dur, mais sur le temps long, une stratégie pour pouvoir réduire chaque poste d'émission dans sa structure, donc être dans les instances, à la gouvernance de ces structures sportives, avoir des volontés politiques. C'est essentiel, évidemment. Former les acteurs à la transition écologique.
sensibiliser toujours avec des outils de fresques pour aller toucher les licenciés. Et ça, c'est déjà des prérequis qui vont permettre de pouvoir activer sérieusement et de prendre le sujet, voilà, que ça ne dépende pas que d'un mandat, mais que ça puisse être une feuille de route vraiment bien ancrée pour les 25 prochaines années à venir. C'est long et court à la fois, mais en tout cas, on peut le faire si on s'y met sérieusement aujourd'hui. Pour un peu illustrer ce que nous on fait aussi en parallèle avec, alors je vous disais que le label engagé de la fédération avait dans ses critères notamment la labellisation Fair Play Transparent. Et on a également nous mis en place des référents dans chacune des régions qui portent la question de l'éco-responsabilité. Et pour les accompagner sur la saison, et ça c'est encore grâce à, toujours une forme modèle économique derrière, donc grâce au dernier appel à projet Impact 2024, on a pu créer en fait une collaboration avec l'Institut du sport durable qui nous accompagne à animer cette communauté de référents éco-responsabilité et à travailler justement sur cette feuille de route. Donc on a malheureusement dans une année électorale et puis avec malheureusement ce temps qui court très vite, donc c'est 25 ans finalement, c'est long mais c'est peut-être pas si long que ça, on a réussi à caler et à imaginer 3 temps. Un temps sur lequel on s'est réunis au CNR avec les référents développement durable pour faire un constat, échanger sur les visions des différentes régions françaises. Toutes les régions sont représentées et pouvoir ensemble réfléchir avec les particularités des territoires et les dirigeants, penser cette question de l'éco-responsabilité, voir un peu quelle est leur vision eux aussi au quotidien, comprendre aussi quelles sont les compétences qui peuvent dédier et le temps aussi qu'ils peuvent y consacrer. Et ensemble, du coup, avancer sur ce diagnostic qu'on a partagé, qui a fait partie d'un temps de travail. Et ensuite, on va aller vers cette feuille de route qui va les emmener vers des axes de développement. La question de la gouvernance est très vite ressortie. Ce besoin, justement, d'aller se réunir, en parler, mobiliser les instances responsables du gouvernement et puis d'autres instances qui sont localement. Et puis après, va s'enclencher les sujets sur lesquels on est en capacité de pouvoir être acteur et du coup de créer ensemble cette feuille de route qui va être la feuille de route de la fédération, mais aussi portée du coup par la réalité de chaque territoire et du coup aussi dans l'adaptabilité de ce qu'ils ont besoin et dans ce qu'ils peuvent mettre en place dans chacun de leurs territoires et de la faire évoluer bien sûr d'année en année en fonction des résultats et de la mesure d'impact de tout ça. Et du coup, c'est un programme qu'on a monté et qu'on structure avec Je vais vous poser la question par rapport au jeu 2030. Alors, c'est une question un petit peu particulière et c'est vrai qu'on pourrait passer à faire une conférence sur le sujet en entier. Plutôt, ça serait au regard de ce qu'on vient de se dire, au regard des enjeux environnementaux. Est-ce que en fait, cette promesse d'avoir des jeux durables, écolos pour 2030 semble tenable ou est-ce que ça paraît à ce stade pour vous peut-être d'autant plus un projet plutôt anachronique? De toute façon, c'est trop tard, il doit avoir lieu. Donc maintenant, l'enjeu, c'est plutôt de se dire comment on peut faire pour que ça puisse, l'héritage de ces Jeux Olympiques, que la manière dont on les fasse, on l'a bien vu sur les Jeux, je pense à Paris, ça a permis quand même de faire, d'accélérer le sujet, ils ont pris le sujet au sérieux. Après, le modèle d'événement, a priori, n'est pas forcément compatible avec des limites planétaires, parce que c'est beaucoup de gens qui se déplacent, parce que c'est des compétitions très importantes et très grandes. Mais si ça permet, si on essaie d'optimiser, puisque c'est là, en se disant comment on fait mieux, comment ça permet au territoire de diffuser des bonnes pratiques, comment on peut adapter nos infrastructures, comment on peut planifier justement cette transition, à mon sens, il faut se saisir du sujet, puisque de toute façon, a priori, il n'y a pas trop de doute sur le fait que ça va avoir lieu en France en 2030. Non, mais la question c'est de savoir déjà est-ce que ce sera des jeux d'hiver ou des jeux de la montagne. Parce que la question a déjà été posée dans les médias, mais je crois. Ça sera certainement du jeu de la montagne parce que voilà, la neige est en train de disparaître. Alors, on connaît tout ce qui se passe. Comme je disais en introduction, d'ailleurs, je ne suis pas contre ces grands événements, j'aime ça, j'ai eu la chance de. Moi, j'ai kiffé la Coupe du Monde, j'ai kiffé le JO, et on est tous pareils, on aime ça, on est des sociaux, on aime se réunir, on n'arrêtera pas ça demain.
Par contre, est-ce que demain, on a besoin de faire une Coupe du Monde de foot tous les 2 ans? Est-ce qu'on a demain besoin d'avoir une Coupe d'Europe avec des équipes sud-africaines? Est-ce que demain, on a besoin d'avoir des JO d'hiver tous les 4 ans? Est-ce que ces grandes compétitions, demain, on ne peut pas laisser se passer, de se dire, tiens, on va les faire tous les 4 ans, on les fait tous les 5 ans? C'est-à-dire que sur 20 ans, on va gagner un JO, une Coupe du Monde, de rugby, de foot, indirectement en réduire. On ne peut pas les partager aussi au niveau international. Peut-être départager, oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et on voit bien aussi qu'il y a de moins en moins de pays aussi qui sont capables d'apporter ces événements. Donc, il y a une question sur ces événements, sur la robustesse, la résilience de ces événements au-delà des JO d'hiver. Donc voilà, il y a des questions à se poser. Et là, il y a des enjeux financiers qui nous dépassent, qui dépassent totalement. Mais il y a des questions où demain, si les joueurs n'y vont plus à ces compétitions, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on commence aussi à avoir des sportifs, commence à venir. Donc il faudra se poser ces questions. Je précise peut-être un détail. Dans l'histoire des Jeux ont été annulés. Il y en a eu une fois. Ça arrive une fois. Mais en tout cas, je sais que le groupe, par exemple, parlementaire des écologistes actuellement milite encore pour le fait que la France ne soit pas le pays d'accueil des Jeux Olympiques sur 2030. Je ouvrais quelque chose. Et peut-être un élément, parce que c'est vrai qu'on parle de robustesse depuis un moment, et sur le sujet, en termes de ressources, je conseille grandement un auteur, Olivier Hamant, H-A-M-A-N-T, qui travaille beaucoup justement sur ce concept de robustesse et qu'il est assez intéressant de comprendre parce que justement il s'éloigne beaucoup d'un concept qui a été la résilience dont on a énormément parlé ces dernières années pour au contraire essayer de se dire mais en fait on a besoin avant tout de construire et de développer des structures qui sont robustes et donc qui seront en mesure en fait de s'adapter à toutes les évolutions climatiques qu'on ne sera pas en mesure de prévoir. Alors que la résilience en général n'est pas exactement la même chose. Est-ce que vous avez des questions? Oui, monsieur. Monsieur. Alors oui, on a un micro. Ah, on en a un deuxième derrière. Plus qu'une question, ça serait vous m'entendez? Je parlais fort. Donc c'est un message basé sur un retour un peu d'expérience personnelle, puisque moi j'ai eu le grand privilège d'organiser la Coupe du Monde de rugby il y a 2 ans. Et donc je voulais vous dire 2 choses. D'abord, vous dire bravo, merci et félicitations pour cette table ronde, parce que je trouve que c'est un vrai sujet. Et moi je suis convaincu que le sport a un vrai rôle pour porter ce message de la protection de l'environnement, de la transition écologique. On a un vrai rôle d'incubateur, de solutions, d'innovation. Donc je pense que c'est important de faire ce travail de sensibilisation, de pédagogie. Et donc le retour d'expérience que je ferai pour compléter ce message, c'est de dire qu'effectivement le problème dans le sport, dans l'organisation d'événements sportifs, c'est que vous êtes en permanence confronté à des injonctions contradictoires. Donc moi je voudrais l'illustrer par 2 petits exemples pour vous montrer la complexité du sujet. Alors nous on a essayé d'être exemplaires sur la Coupe du Monde de rugby. On avait mesuré l'empreinte carbone, 860 000 tonnes de CO2, je crois, alors c'est quand même pas mal. Et effectivement, le 94%, je crois de mémoire, c'est le transport. Donc il y avait une première injonction contradictoire, et dans ce transport, dans ce 94%, 58% viennent des visiteurs étrangers qui viennent de très très loin. Plus de la moitié, ça vient des gens qui viennent d'Afrique du Sud, de Nouvelle-Zélande, d'Australie, du sport, du rugby, pratique dans ces zones-là, donc ces gens-là ils viennent de très loin, et l'empreinte carbone elle n'est pas bonne. Donc une première injonction contradictoire, le problème c'est que ces visiteurs étrangers, c'est aussi eux qui dépensent du tourisme, des chambres d'hôtel, des restaurants, parce qu'ils restent longtemps en France. Donc l'injonction contradictoire c'est l'économie ou l'écologie. Sur ce point-là, qu'est-ce que vous faites? Si vous fermez la billetterie aux visiteurs étrangers, vous réduisez massivement l'empreinte carbone. Mais est-ce que politiquement, vous assumez le fait de dire que ce sera une Coupe du Monde où la France est la vitrine du monde, et les spectateurs étrangers, vous ne venez pas? C'est réservé aux Français. Première injonction contradictoire. Deuxième injonction contradictoire, la Coupe du Monde de rugby s'est déroulée dans 9 stades en France.
donc un peu partout en France, parce qu'on voulait que toute la population française, près de 80%, était à moins de 2 heures des stades, donc pouvait participer à la fête. Le problème, c'est que du coup, ça fait là aussi du transport, parce que les équipes se déplaçaient, on avait un tour, aller jouer le Stade de France à Nantes, à Marseille, à Lyon, donc c'est là aussi en train de permettre. Deuxième injonction contradictoire, est-ce que vous privilégiez l'empreinte carbone ou la capillarité, l'association de l'ensemble du territoire pour valoriser le territoire? Vous voyez, donc en fait, le problème, c'est que vous êtes en permanence confronté à ces problématiques d'un enjeu contradictoire. Donc il faut faire ce travail, c'est pour ça que je reviens à mon message de remerciement et de félicitation, de pédagogie, de sensibilisation pour que les décideurs du sport prennent beaucoup plus en compte la dimension environnementale dans leur prise de décision. Et c'est ça mon message. C'est vrai que c'est un long combat. Bravo, parce que je crois qu'on est qu'au début, mais c'est vrai que ça va être compliqué, parce qu'on sera confronté en permanence à ce genre d'injonction contradictoire. Merci. Je rajouterais aussi, parce que c'est vrai qu'on va parler de carbone, mais la pratique sportive aussi est importante. On parle d'un club de foot qui a un stade de 50 000 places qui va servir 15 fois par an. Et on va dire, ben non, le hockey, ça pollue. Parce que la patinoire, parce que. Si on prend l'exemple de la patinoire de Marseille, on a une patinoire à Marseille, c'est 350 000 pratiquants par an. Et là, on vient aussi sur la pratique du sport lui-même. Donc oui, en effet, il y a des WC, il y a du CO2, mais comment on allie les deux? Et c'est vrai que c'est compliqué dans la pratique du sport, et notamment du sport au quotidien, de pouvoir avoir les bons indicateurs et les bons leviers pour former. Vas-y, Justine, je t'en prie. C'était pour rebondir rapidement sur ce témoignage. Et vraiment, merci beaucoup aussi d'avoir challengé tout ce qu'on dit avec des réalités économiques et des réalités de terrain. Et je pense que c'est pour ça que vraiment la planification et le fait de mettre tous les acteurs autour de la table, c'est peut-être l'enjeu numéro 1 aujourd'hui. Et que le cas des spectateurs étrangers, qui sont ceux qui consomment beaucoup sur le territoire, finalement, ça n'est que 2% des spectateurs qui font, nous on a vu quasiment 90% de l'empreinte. Et c'est 2% de spectateurs qu'on ne sait pas décarboner parce que l'aviation, on ne sait pas la décarboner. Donc si on veut être résilient et qu'on va avoir un territoire qui est bien plus, qui va savoir faire face au choc, c'est comment on peut on peut essayer de trouver d'autres leviers économiques, puisque à moyen terme, ces gens, on ne sait pas trop comment ils vont pouvoir venir parce que l'aviation, on ne sait pas la décarboner et on ne sait pas si les ressources sont illimitées. Donc c'est vrai qu'à très court terme, c'est des enjeux économiques dont on ne peut pas se passer. Mais peut-être que l'enjeu aujourd'hui, c'est de réfléchir à comment on peut s'en passer, parce que, a priori, physiquement, ce sera de moins en moins possible de le faire. Merci. Je vais prendre 3 questions d'un coup, donc vous ne répondez pas tout de suite, mais je vais les noter si besoin de questions. Je m'associe au remerciement, et surtout ne changez pas, parce que pour porter ça, il faut des gens qui parlent avec la tête et avec le cœur, et vous le faites très très bien. Ma question elle est autour des imaginaires, parce que la finalité, c'est pas d'avoir des labels, c'est pas de faire des fraises, c'est pas d'avoir des bilans carbone, c'est de faire changer les comportements individuels et collectifs. Ce qui est difficile à mesurer. On sait que le tabac tue, on sait que la sédentarité tue, on a des chiffres, c'est documenté, et ça, il y a toujours des gens qui fument, et il y a toujours des gens qui passent 10 heures assis sur une chaise sans se lever dans la journée. Donc comment est-ce que vous voyez la construction d'un nouvel imaginaire qui favorise le passage à l'action? Et en particulier, c'est une question très philosophique, est-ce que finalement il ne faut pas réinventer un sport purement ludique et plus compétitif? Parce que l'un peut très bien se vivre sans l'autre. Et est-ce que la solution ne passe pas par là? Changer complètement de récit autour du sport. Voilà ma question. Et juste un petit clin d'œil, parce que le rugby ne fait pas que placer l'Afrique du Sud sur la carte de la Coupe d'Europe. Sur les clubs sportifs à mission, il y en a 4 en France, il y en a 2 qui viennent du rugby, et un 3e qui est en chemin. Donc il se passe quand même quelque chose dans ce sport-là. Et j'ai pas l'explication.
Oui, merci. Ma question est un peu moins philosophique, quoique très pratique. J'ai été frappé par le poids, l'impact du transport, et notamment des transports individuels, que les sports de masse peuvent comporter. Et je me pose la question, au même titre, est-ce qu'il y a des initiatives que vous connaissez ou qui ont été prises sur les territoires pour que, au même titre qu'il y a un transport scolaire tous les matins, il y ait un transport du sport le samedi ou le dimanche, avec la participation, bien sûr, des collectivités territoriales, une coopération entre les clubs, pourquoi pas aussi des entreprises de transport qui peuvent soutenir à travers du mécénat en nature, eh bien, cet effort de transition. Voilà. Évidemment. Merci. Il y a une troisième question. Alors, je reprends une troisième question, on y répond et je reprends une deuxième table de questions. Bonsoir. Donc, le domaine, c'est le tennis. Pour ajouter un petit point philosophique, Edgar Morin, qui a 103 ans, donc tout le monde peut-être connaît, a dit qu'il fallait concilier tout ce qui était environnement, tout ce qui était économie et société. Donc, il est bien de mettre en avant ces trois pratiques-là et de réunir tout le monde. Et je pense qu'on peut avoir confiance en l'expérience de cette personne. J'ai pas compris la question, s'il y avait une question. C'est plutôt une remarque. C'est une remarque qui amène sur une question, à savoir qu'il existe plusieurs labels de développement durable. Par exemple, notre club est label bronze du développement durable du Comité national olympique du sport français. Et je voulais savoir en quoi vous pouvez un petit peu vous différencier de ce label. S'il y a des actions qui sont un petit peu différentes ou pas dans votre label. Très bien. On va répondre de manière succincte. Peut-être moi, je vais peut-être dire un élément, Johan, par rapport à ta question sur les imaginaires. En tout cas, moi, c'est un des axes pour lesquels je pense qu'il faut absolument travailler avec les médias et les médias de sport aujourd'hui. Et en tout cas, moi, c'est un travail que je commence à faire beaucoup avec Vent Debout. Comment, en fait, on parle de sport autrement que comme la plupart des médias traditionnels aujourd'hui parlent de sport, c'est-à-dire par le prisme de la performance, par le prisme du divertissement, mais rarement, en fait, sous l'axe, justement, social, écologique. Et je pense qu'il y a vraiment un énorme travail à faire aussi au niveau, justement, de la manière dont on parle de sport dans les médias, dans tous les relais, parce qu'il y a en effet des nouveaux récits et de nouvelles manières de raconter ces histoires à imaginer. En tout cas, nous, c'est l'axe qu'on essaie de développer avec Vent Debout. Je ne vais pas lancer dans une tirade philosophique. J'ai pas non plus d'explication réelle et concrète. Le rebond au rugby, c'est aléatoire. Donc, je vais dire que dans le principe, il y a déjà des vrais sujets sur la santé de l'individu et la santé de la planète. Que les offres de pratique se diversifient. Nous, on développe une offre de pratique de rugby à 5, loisirs. On se rend compte aussi en analysant les chiffres qu'il y a beaucoup de monde, parce que les gens se sont rendus compte que c'était accessible, que c'était une pratique. Donc en fait, on arrive par peut-être des constats à se dire qu'il y a une autre offre qui se développe aussi dans le sport. Je n'irai pas sur le terrain de la compétition, mais en tout cas, il y a certainement aussi une vraie réalité de la consommation et de l'offre de pratique à réfléchir. Parce qu'on se rend compte que finalement, autant sur la partie rugby santé, donc remettre les gens en mouvement, au-delà vraiment dans le rôle du sport, de les emmener vers l'insertion professionnelle, de leur permettre par le sport de se reconnecter à des compétences qu'ils ont en eux, mais que le sport remet en avant. Et que du coup, ça permettrait peut-être de réfléchir dans l'imaginaire, dans la manière dont on voit et on utilise le sport au quotidien. Pour pouvoir le penser et le réfléchir différemment, et peut-être qu'un jour, et on espère, les médias en prendront aussi la mesure, et qu'on arrivera avec des gros exploits et des grands chiffres, des vrais constats. Ça arrivera aussi dans les sujets qui révèlent le sport comme un vrai outil de performance, pas du coup sportive mais sociale.
Alors, oui, alors sur la question des transports, c'était vous. On a, nous, j'ai un exemple en tête d'un club qui s'est associé à une structure associative de quartier pour donner accès à la pratique. Le quartier est de l'autre côté du périph', on va faire un truc schématique. Et pour le coup, c'est de l'autre côté de la ville. Les enfants ne viennent pas naturellement au rugby. L'association va monter tout un projet pour emmener ces enfants jusqu'au club. Au départ, il y a très peu d'enfants, donc ça se fait un peu, on va dire, comme on aurait pu tous essayer d'organiser le minibus du club qui va chercher les enfants, ou le centre social qui amène les enfants avec le minibus du centre social. Et puis, de fil en aiguille, ça se régularise, et puis tous les mercredis, maintenant, les enfants du quartier, de l'autre côté du périph', viennent au club, et la collectivité s'est associée à ce dispositif, et donc a mis en place une structure avec le service de transport de la ville, de manière à ce qu'il y ait une navette qui aille chercher ses enfants et qui les ramène, et c'est la collectivité qui prend en charge cette démarche-là. C'est un exemple que j'ai en tête là qui m'est venu quand vous avez parlé de ça. Néanmoins, il n'active pas toute la partie régalienne, enfin finalement habituelle du club, à savoir à la sortie d'une école, un ramassage qui emmènerait vers l'entraînement, ou voir le samedi. Et après, il y a d'autres questions qu'on se pose et qui se posent de plus en plus. C'est sur quelle typologie de championnat on peut aller pour utiliser la SNCF et du coup utiliser alors on est nombreux à se déplacer pour aller jouer. Mais en tout cas, sur quelle catégorie de compétition il est intéressant de penser à l'usage du train de manière le plus systémique possible. La problématique reste toujours les derniers kilomètres entre une gare et puis les horaires, enfin bon, après la réalité d'un fonctionnement. Mais on réfléchit quand même à voir sur quel, et c'est un filtre qu'on met dans la direction des compétitions et de l'organisation du championnat. C'est quelque chose qui commence vraiment à devenir aussi dans les critères de réflexion sur le montage des poules, etc. De réfléchir aussi à comment on peut mettre ça aussi dans les réflexions, de manière à ce qu'au moins l'histoire du train, l'usage du train, devienne aussi une des solutions sur certaines compétitions. Merci. Alors, on me dit dans l'oreillette qu'il faut qu'on clôture l'événement. J'ai deux questions qui étaient au fond. Est-ce que vous pouvez néanmoins les dire à haute voix et éventuellement on y répondra? Oula, il y en a beaucoup. Ok. On prend les questions. Soyez succinct, s'il vous plaît, extrêmement rapide, et on verra si on peut y répondre également de manière extrêmement rapide. Bonsoir. Merci beaucoup pour vos témoignages. Moi, j'avais une question sur la mobilisation des parties prenantes et notamment des équipementiers dont on a parlé. Je prends un exemple un peu plus extrême que le foot ou le rugby, avec des modèles économiques qui dépendent un peu plus de leurs équipementiers, notamment le vélo, où certaines équipes dépendent à 80-85% de leur budget des équipementiers, que sont les constructeurs de vélos. Il y a des acteurs qui rentrent sur le marché qui produisent plus loin que les producteurs, les constructeurs traditionnels. Je pense à XDS, qui est un constructeur chinois qui produit au Cambodge, qui vend une équipe kazakh qui roule en Europe. Comment, quand on dépend dans son budget à 85-90% de ce genre d'équipementier, on fait? Est-ce qu'on peut envisager des solutions, ou alors est-ce qu'on a l'impression que c'est complètement impossible finalement de se retourner vers des fournisseurs qui vont nous faire adhérer à une pratique plus durable, mais qui nous financeront moins et qui, en fait, on rejoint la question des injonctions un peu contradictoires, mettent en péril complètement le budget d'une équipe au profit de pratiques plus responsables. C'était ma question. Ok. Il y avait une deuxième question. C'était devant. Je vais essayer de faire ça rapidement. J'ai une première question qui est peut-être un peu provocante, mais est-ce que finalement ces grands événements, et ça répond à la question des Jeux 2030, est-ce que ces grands événements finalement qui génèrent une économie folle avec un taux d'imposition qui peut être intéressant, à moins qu'il y ait des règles fiscales qui permettent d'accueillir ces événements que si on a signé une loi qui fait qu'on est exonéré d'impôts et qui fait qu'on ne peut pas utiliser cet impôt-là pour éventuellement faire de l'adaptation. Je crois d'ailleurs que c'est le cas, donc finalement on ne pourra pas s'en servir, donc je passe tout de suite à mon point suivant. Et finalement je suis plutôt rassuré, 80% des émissions sont pour le sport amateur. Quand je vois la masse des pratiquants de sport amateur, je me dis que ramener à un pratiquant, le sport amateur est
plutôt bon dans son action. Maintenant, la question, c'est tout ça, c'est d'impact local. C'est-à-dire que finalement, c'est localement qu'on va faire bouger les choses, c'est à partir des clubs qu'on va faire bouger les choses, et c'est peut-être à partir d'une mutualisation locale qu'on va pouvoir penser l'évolution de tout ça. Et donc ma réflexion, elle vient finalement de dire, est-ce qu'on n'est pas en train de fonctionner les uns à côté des autres, chacun dans notre couloir, pour reprendre une image sportive. On a plein de labels, on a le CNOSF, on a Fair Play for Planet, on a plein d'autres, qui ont tous des très très bonnes démarches, des démarches très intelligentes, très percutantes. Mais comment on fait pour être sûr que localement, on ne se retrouve pas avec, sur le même territoire, 10 clubs qui ont 10 labels différents, et finalement, c'est pas lequel fait vraiment les bonnes choses. Je dis, je suis coprésident d'une fédération de clubs omnisports, j'ai eu la même démarche sur la santé. J'ai eu des clubs omnisports qui ont eu 10 actions sport-santé sur le même territoire. Bon, chaque action sport-santé avec 2-3 personnes, et au lieu de se dire on va faire une action sport-santé multisport qui va localement avoir un impact plus fort, finalement, chacun allait chercher le label de sa fédération en sport-santé, ce qui permettait à chaque fédération de valoriser son action auprès du ministère des Sports, mais qui finalement, localement, n'avait pas un impact très percutant. Et donc, il y a une réflexion à avoir, à mon avis, à moyen et long terme, de dire comment finalement, à la base, là où 80% des émissions sont produites, on travaille ensemble. Excusez-moi, j'ai fait court, non? Mais merci. Mais je considère que c'était un témoignage. Très bien. Je prends juste le dernier monsieur devant, un dernier témoignage, une prise de parole, et je clôture juste après. Merci. Si vous avez le temps de répondre à cette troisième question, peut-être faire le lien avec le premier hub Cosmos qui avait réuni les dirigeants du sport il y a quelques mois, qui se concentrait sur l'intelligence artificielle. Et en particulier l'IA générative. L'utilisation de l'IA n'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est l'IA générative qui prend évidemment une ampleur conséquente, qui est particulièrement énergivore déjà aujourd'hui, qui a vocation à l'être de plus en plus et de manière exponentielle, puisqu'on a même les pouvoirs publics aujourd'hui qui voudraient que le mouvement sportif s'empare de cette technologie. Dans la relation dans vos structures aux clubs, ligues, comités que vous accompagnez, professionnels ou amateurs, est-ce que vous avez déjà intégré ce phénomène? Comment vous l'appréhendez aujourd'hui dans les programmes que vous portez? Et quelles orientations vous allez transmettre aux personnes et structures que vous accompagnez? Le sujet étant de dire qu'il y a aujourd'hui, à défaut d'avoir un choix, un équilibre à trouver entre la transition écologique et la transition digitale. Super, merci. Je vais faire exprès de ne pas vous demander de répondre à ces questions-là parce qu'on fait des grands signes pour me dire parce qu'elles seraient continues aussi à l'étage. Et le but, c'est quand même que vous puissiez échanger quand même et poursuivre les discussions de manière un peu plus informelle. Donc je retiens quand même ces deux éléments, la question de la transition digitale et la question des équipementiers. Si vous pouvez éventuellement, pour les personnes que ça intéresse, d'avoir une mini-réponse, rester dans la salle 5 minutes de plus ou même directement à l'étage pour poursuivre la discussion. Voilà, je demande juste un petit décalage, une petite attente de 5 minutes pour pouvoir répondre à ces questions. Et de quand même clôturer du coup collectivement. Un grand merci à vous. Je ne vais pas faire une longue conclusion ou vous rappeler les éléments, peut-être quand même de dire qu'aujourd'hui, on en a mentionné énormément, il y a des outils, on a des éléments à disposition, on a des rapports, il y a des formations qui existent. Si vous avez le sentiment justement d'avoir besoin de formation, rapprochez-vous des acteurs. Aujourd'hui, les leviers sont existants. Il ne manque plus qu'à mettre les choses en commun, justement pour ne pas faire chacun dans notre coin, mais de vraiment mutualiser un maximum. Peut-être en mot de la fin, remercier le Cosmos. J'ai plusieurs remerciements. Le Conseil national du Cosmos, tout d'abord, pour également l'organisation de l'événement. Et les collaborateurs, Jean-Baptiste, Achille, Mathieu, je ne vous vois pas, mais merci à vous pour l'organisation de cet événement. Jean-Baptiste qui est là et qui est quand même revenu d'un congé paternité juste pour ce soir. Donc il se dévoue quand même à l'événement. Voilà, merci à vous, merci à la Villa Gypsy qui nous accueille et encore un grand merci à vous trois. Les échanges continuent à l'étage pour l'apéritif. Merci.